ce qui est important, Charles, de comprendre, c'est que c'est un engagement de temps, première des choses, parce que si tu travailles en passant, je suis obligé de te dire que tu vas travailler moins. La deuxième des choses, les plateformes de communication sont de moins en moins grandes. Tu sais, les journaux papier, les télécommunications, puis tout ça, là, c'est moins. Tu as pointé ça beaucoup du doigt après ton élection. J'ai pointé du doigt et cette année, j'ai vu qu'il y avait eu une certaine amélioration de la part des médias nationaux, mais je dis que c'est timide. Puis la raison pour laquelle je dis ça, c'est que là, ils sont intéressés à partir du moment où il n'y avait pas de débat. Bon. Ben, c'est correct, là. Mais la principale chose, c'est que si tu t'engages, il faut que tu rencontres 15 de vote pour être remboursé de tes dépenses électorales. Il y en a combien qui sont prêts à se lancer là, demain matin? Pour aller placoter sur la place publique? Combien de milliers de dollars une campagne ça peut coûter à la mairie? Facilement une grande centaine de milliers de dollars. Là. À ce point. Oui. Pas pour chaque candidat, mais au total. Là, t'sais. Donc, si tu veux avoir... Au total d'une équipe? Oui, okay. Facile. OK. Facile. T'sais, en termes de pancarte, en termes de publicité, faut que tu n'en fasses, sinon tu n'as pas de débat. T'es un nobody dans le... Il faut que tu sois présent. Il faut que tu sois présent, puis tu as bien beau faire du porte-à-porte, mais une ville comme Longueuil... tu fais du porte-à-porte, je t'avise que ça va être du stock. Là. Donc, si tu as remarqué, les gens qui étaient en opposition cette année, qui se présentaient, il n'y avait pas de pancarte nulle part parce qu'il n'y avait pas les moyens. Bon. Fait que, il n'y a pas de débat. OK. Ben, là-dessus, sinon, il y en a eu ailleurs dans d'autres villes quand même. Mais encore on voit quand même la tendance lourde, c'est des équipes complètes qui sont élues. Mais je pense qu'il y a une réforme au niveau municipal, au niveau des élections municipales qui doivent être faites si on veut s'assurer qu'il y a une certaine participation. Parce que de la façon dont c'est organisé présentement, je m'excuse, mais il n'y a pas grand monde d'intérêt qui vont vouloir se présenter. Bon, et qui vont voter de toute façon. Ben oui, puis ça amène ça aussi. Ça veut pas dire que ces administrations-là ne sont pas légitimes. Non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est si on veut créer ce qu'on appelle un intérêt. C'est une question d'éducation d'abord et avant tout. C'est une question d'éducation. Il faut l'apprendre à l'école que c'est important. Il faut entendre ce que les gens ont à dire et non pas se faire une opinion d'avance qui n'ont rien à dire. Il est donc beau. Il a une belle barbe. Ouais, c'est ça. Ma mère allait voter, là, je peux le dire, puis j'adorais ma mère, mais elle votait souvent pour le plus beau. Il y en a encore, c'est comme ça. Bon, lançons-nous, soyons fous. Budget. Bon, le budget fédéral, j'entends depuis hier quand même pas mal d'éléments, mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est un petit peu une synthèse de tout ça ce matin, parce que tu sais que c'est très complexe, là. Et j'entends, c'est un déficit record, 78,3 milliards, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup d'argent. Dans le module, là. On dit attention, un 45 % d'investissement là-dessus. Oui, puis... On le module. Oui, mais en passant, on ne sera pas les... Quand tu fais ça dans ta vie privée, là, je te donne un exemple. Quand tu fais ton épicerie, puis que tu mets ton épicerie sur ta carte de crédit, c'est une chose. Mm-hmm. Mais quand tu t'achètes une maison puis tu la mets sur une hypothèque de 25 ans, c'est une autre chose. Donc, c'est pas la même... On fait cette distinction-là dans le budget fédéral, puis c'est un petit peu ça ce matin que j'essaie de décortiquer. Donc, le 45 milliards de ce 78 milliards-là, c'est pas l'épicerie, c'est pas l'épicerie, c'est la carte de crédit. C'est quelque chose qu'on va investir pour les 20-25 prochaines années. OK, je t'écoute. Exemple, si tu prends le port de Contrecœur. Le port de Contrecœur, dans 25 ans, dans 50 ans, il va être encore là. Donc, ce sont des investissements majeurs, mais dans le contexte gouvernemental, on met ça en déficit. Alors, c'est la même chose pour les équipements militaires, c'est la même chose pour... Alors, ça, c'est un facteur. Puis d'ailleurs, je vais faire le parallèle avec ce qu'on appelle la super déduction qu'ils ont mis dans les incitatifs pour développer l'investissement dans le privé. C'est que pour pouvoir inciter le privé à investir dans les nouvelles technologies, ce que le budget prévoit, c'est que tu peux le déduire tout de suite de tes impôts dans la première année de ton projet. OK. Ce que ça veut dire, ça, Charles, je te donne un exemple. J'ai 1 million de déduction. Je fais à peu près 100 000 par année de profit. Je vais faire un investissement d'1 million. Bien, pour la prochaine année, si je fais un déficit de 900 000, ça veut dire que pour les prochaines années, je vais avoir un rapport d'impôt qui va s'exercer pendant les 9 prochaines années. C'est un incitatif fiscal majeur, meilleur que chez les Américains. OK. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont mis ça en place?
c'est pour permettre aux entreprises canadiennes qui produisent ici au Canada de dire « Hey, c'est le temps d'investir » et ça fait contrecarrer les mouvements qui sont en train de se faire pour aller aux États-Unis. OK. Parce que ce qu'il fait avec ça, c'est ça l'idée qui est en arrière. C'est d'empêcher ce que j'appelle le saignement des entreprises qui s'en vont aux États-Unis et dire, il faut que j'investisse, tant qu'à investir, mais aller aux États-Unis. Non. OK. Là, j'avais cette impression qu'on n'a pas fait grand-chose de ce côté-là, puis c'est pas ça que j'entends. Ça, je suis obligé de te dire que c'est peut-être le plus gros incitatif fiscal. Sauf que si tu n'investis pas dans ton entreprise, tu es pareil comme tout le monde. Ce que ça pousse à faire, c'est de dire investis, innove, informatise tes affaires, fais quelque chose, mais fais-les, puis on va l'amortir dans la première année. Ce qui veut dire que si je fais je bâtis une usine, bien, la valeur de mon usine est amortissable pour la prochaine année, ce qui fait que si je fais des profits, donc cette année-là, ça ne sera pas des profits, ça va être des pertes, et ils sont reportables pendant 50 ans au minimum. Ça, c'est intéressant. Donc, ça réduit ma facture fiscale en maudit sur mes profits. Puis en même temps, ça me permet de générer des profits. Fait que le gouvernement dit, je préfère faire un sacrifice tout de suite en termes de revenus fiscaux pour le gouvernement, mais de profiter de ce que ça va avoir comme retombée dans 3-4 ans. Puis en même temps, ça me fait une première barrière à la fuite d'investissement vers les Américains. OK. Ça, c'est l'objectif de cette réforme-là. Et je dois te dire que celle-là était surprenante, puis même, je pense que le milieu des affaires a été très réceptif. Bon. C'est évident que si tu n'investis pas, bien là, c'est un autre paramètre. Bon, on s'arrête un petit peu là-dessus. On s'en va jouer dans le trafic, parler météo. Ça va nous faire juste plus de temps pour terminer. Jean-Marc Léveillé, je te garde avec ton café et ton opinion aussi. Le petit café avec Léveillé se poursuit. Jean-Marc, donc, parlons, on retourne encore une fois pour le budget. Parlons du secteur. On en a parlé beaucoup, du secteur de la défense, entre autres. Le secteur de la défense, entre autres, Charles, puis qui est relié aussi avec les crédits d'impôt pour l'innovation, la transition énergétique. Tu sais que ce que le gouvernement Carney tente de faire, c'est de générer ce qu'on appelle de nouvelles idées, de nouvelles technologies via l'armée. Un peu ce que les Américains ont fait pendant des années, qui leur a été extrêmement productif là, en tant que tel. Il y a beaucoup d'applications. Tu sais, le faux micro-ondes qu'on utilise quasiment tous les jours, là, c'est une recherche de l'armée américaine. C'est une bombe au départ. L'objectif, c'était d'utiliser ça dans les vaisseaux spatiaux, dans le vaisseau spatial pour pouvoir manger chaud. Donc, déjà en partant, tu vois que quand on fait de la recherche et développement, bien, il y a des applications civiles. Oui, c'est le monde de demain. C'est le monde de demain. Et c'est pour ça que là, il y a un commencement de virage assez important du côté militaire. Et ce changement-là va favoriser plusieurs entreprises montérégiennes en particulier. Ici, à Longueuil, tu as Héroux DevTech, là, qui est train d'atterrissage. Oui. Tu as Rheinmetall à Saint-Jean. Et il faut penser aussi qu'on a des ArcelorMittal dans le coin qui font de l'acier et qui, naturellement, quand tu fais des bateaux puis que tu fais des sous-marins, il y a de l'acier qui va sortir en quantité industrielle. Souhaitons-le. Donc, souhaitons ça. Il y a aussi l'attractivité des scientifiques. Moi, ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'on est prêt à ouvrir la porte pour 1000 chercheurs étrangers. Et ça, c'est quelque chose qui était comme un peu caché dans le budget, mais c'est beaucoup d'argent qui est mis dans le but de financer des chaires de recherche universitaires. Encore faut-il qu'ils soient francophones? Bien, c'est là que le Québec va avoir ses enjeux. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose là, que le Québec va devoir réaliser aussi, c'est qu'on peut vivre dans la francophonie, mais la capacité des chercheurs américains d'être francophones n'est pas là. Fait que si on veut aller chercher les gens dans le quantique et dans l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on est prêt à faire dans ces cas d'exception-là? Est-ce qu'on est prêt à faire des exceptions pour aider à faire avancer nos recherches ici au Québec? Donc, je pense que là, il y a des discussions. En Ontario, on n'est pas plus avancé. Et c'est ce qui m'a préoccupé dans cette annonce-là, c'est vraiment de dire, bien là, si les provinces canadiennes, telles la Colombie-Britannique et particulièrement l'Ontario, prennent les devants, on va-tu se mettre à traîner de la patte, nous autres, au niveau de la recherche, parce qu'on ne va pas chercher notre lot de chercheurs de pointe dans ces activités-là? Je pense que ça, c'est une question que le gouvernement doit nous répondre actuellement. Qu'est-ce qu'il est prêt à faire? Parce qu'on ne peut pas passer à côté de cette manne-là. C'est ce qui structure à peu près 25-30 ans de développement économique à venir. Et naturellement, tu as l'austérité là, qui est annoncée, moins de 40 000 postes, parce qu'on s'est engraissé avec le temps, après la COVID, autant au Québec qu'au fédéral, et la réduction de 40 000 postes par attrition.
Ça va être un enjeu important au niveau du gouvernement fédéral parce que faire de l'attrition, oui, encore faut-il qu'elle se fasse dans un planning qui est bien structuré. Donc, à mon point de vue, je pense que c'est un budget qui est à la fois qui est une première barrière face à l'attaque américaine là, qu'on a. Je pense pas que c'est audacieux, mais pas trop, parce qu'on s'entend que quand on regarde la proportion du déficit qui est annoncé, ça ne changera pas notre cadre de crédit pour la simple et bonne raison qu'on est dans une marge très avantageuse par rapport au G7. Là. On est dans ceux qui sont les moins endettés du G7. Donc, c'est quand même, en termes d'État, quand même quelque chose qui est avantageux. Et là, ben, c'est la théorie keynésienne qui dit, ben, quand en économie, on se fait frapper par une situation économique négative, c'est le temps au gouvernement d'injecter dans les infrastructures pour s'assurer de maintenir une économie le temps comme on dit, que ça passe. OK. Alors, tu as vu ce qui s'est passé au niveau de certaines élections américaines. Bien, il y a peut-être quelque chose qui va se passer là. Les démocrates qui commencent à montrer des dents un petit peu, là. Hein? Oui, mais je pense qu'ils vont avoir pas mal plus de croûtes que ça à manger avant de renverser cette situation. Somme toute, donc, c'est un bon budget pour toi. C'est un budget qui est audacieux, là. C'est pas un budget qui est... c'est un budget qui donne des orientations sérieuses avec des incitatifs sérieux. C'est ça que j'ai trouvé d'intéressant. Tout le monde est inquiet pour le déficit. Je dirais que quand je regarde la structure du déficit qu'il est en termes d'investissement par rapport à ce que j'appelle l'épicerie, là, ben déjà, on vient de faire un changement de cap. Puis ils veulent aller chercher 60 milliards en termes d'économie par la réduction d'effectifs. Ça aussi, c'est quelque chose qui est, à mon sens, correct. C'est évident que tu vas entendre les syndicats dire non, c'est pas correct, vous allez manquer de services. Mais j'ai jamais entendu un syndicat dire autre chose quand on arrive à ces situations-là. Là. Maintenant, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on doit se défendre contre une attaque d'un pays voisin, puis on doit s'assurer qu'on maintient une certaine crédibilité économique au niveau du financement, puis que les citoyens ne sont pas surtaxés. Oui, parce qu'il y a notre qualité de vie à nous, la classe moyenne. Il faut penser qu'il y a dans ce budget-là la réduction de la TPS pour l'achat de première maison et la réduction du taux du premier palier de 15 à 14 qui a été annoncée au début de l'année, a été confirmé. Donc, ces choses-là restent en place. Bon. C'est quand même pas des mauvaises nouvelles là-dessus. Bon, ben merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci pour le café, Jean-Marc Léveillé. Merci aussi pour l'opinion. Surtout pour l'opinion. On se reparle la semaine prochaine. FM 103.3